Donc, on va, euh, on va commencer progressivement pendant que les gens se joignent à nous pour le webinaire de ce soir. Donc, je me présente, je suis Vanessa Forgue, je suis gestionnaire clinique dans le département de prévention de l'invalidité. Donc, avant de vous parler davantage du webinaire de ce soir, laissez-moi vous parler brièvement de Homo de Santé. Donc, Homo de Santé est chef de file au Canada dans les domaines de la santé mentale et du traitement des dépendances. Donc, Homo de Santé offre un continuum de services de maintien au travail, de réintégration au travail et de traitement en santé mentale par l'intermédiaire de plus de 4 500 membres de son personnel professionnel et administratif. Donc, on offre une gamme complète de services qui concernent le mieux-être organisationnel, l'aide aux employés et à leurs familles, les évaluations de la patientèle, les traitements en milieu hospitalier ou encore ambulatoire, la gestion du rétablissement et les services de réintégration au travail et de soutien aux familles. Donc, plusieurs services qui sont offerts chez nous à Au Mode Santé. Donc, cette offre de service-là, c'est personnalisé afin de vraiment répondre aux besoins particuliers des individus et des organisations. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, aimeriez avoir plus d'informations sur la liste complète de nos services, ça se trouve en ligne sur notre site Internet au www.omodsanté.com. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous parler du webinaire de ce soir. Donc, on va aborder les effets psychologiques de la pandémie sur les enfants et mettre en lumière les facteurs donc, euh, donc, le changement et la transition. Donc, on va regarder davantage comment est-ce que ça se passe, le changement, comment est-ce que les transitions peuvent se faire. Puis, si jamais là, vous n'avez pas pu assister à l'entièreté de la présentation, sachez que l'enregistrement sera disponible sur notre site web dans 2 semaines. Donc, ça va considérer les changements, que ce soit pour les enfants, comment est-ce que les enfants vont s'adapter à ces changements-là, mais aussi les adultes, la clientèle, les changements aussi en milieu de travail. Donc, tout ça sera abordé dans le webinaire de ce soir. Donc, au programme, on va explorer le concept de la gestion du changement. On va examiner différents modèles de gestion du changement, puis des stratégies qui sont axées sur les solutions et les styles de pensée. Puis, par la suite, on va regarder le processus d'élaboration d'un plan d'action. Donc, ça devrait être assez concret. Au terme du webinaire, vous devriez avoir plus d'informations sur comment soutenir le changement. Donc, dans les objectifs, on parle de mieux connaître la gestion du changement et les implications. On va se familiariser avec les différents modèles de gestion du changement. On va se familiariser aussi avec des stratégies puis des styles de pensée qui sont axés sur des solutions puis qui permettent une gestion du changement qui est plus efficace. Puis finalement, on va parler du développement de compétences en planification pour mieux faire face au changement. Donc, j'aimerais, en commençant le webinaire, qu'on se pose la question, comment est-ce que je vais vraiment aujourd'hui? C'est quoi les émotions ou les difficultés que j'envisage par rapport au changement, par rapport à la transition actuelle qu'on vit vers une nouvelle réalité? Donc, ça peut être en lien avec la pandémie, mais ça peut être aussi par rapport au changement de façon générale qu'on vit au quotidien, donc en famille, en contexte professionnel, au travail. Comment est-ce qu'on vit le changement ou les changements qui s'opèrent pour nous? Donc, il y a différentes caractéristiques du changement qu'on pourrait ultimement voir sur un continuum. Donc, par exemple, le changement va être bon ou mauvais dans certains contextes, pourrait être prévu ou imprévu, pourrait être de petite envergure ou encore plus grand, pourrait être stressant ou prometteur, plus facile, plus difficile. Mais dans les caractéristiques qu'on connaît du changement, c'est qu'ultimement, c'est inévitable, puis ça peut être relativement constant. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement la gestion du changement? Donc, généralement, quand on parle de gestion du changement, on s'adresse à un groupe ou à une organisation. Aujourd'hui, on va appliquer les concepts de gestion du changement au niveau aussi individuel. Donc, comment est-ce que l'individu peut s'adapter au changement? Donc, dans la gestion du changement, ça prend un plan.
un plan qu'on va appliquer ou encore un processus qui est assez structuré ou bien des outils qui vont nous amener vers la réalisation d'un changement ou encore l'atteinte d'un résultat ou d'un objectif. Donc, pour l'individu, c'est important qu'il comprenne comment est-ce que le changement, comment il le vit, ce changement-là, puis aussi de quoi il a besoin par rapport au changement. Donc, le changement, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est quelque chose qui est difficile. L'humain est un peu programmé pour résister au changement. On aime bien faire les choses à notre façon, rester dans une routine qui peut être parfois confortable. Donc, le changement, gardez en tête que ça peut être difficile, mais qu'un changement qui est bien géré va avoir tendance à minimiser les conséquences négatives puis les obstacles. Donc, on va vous présenter au cours du webinaire différentes stratégies qui vont pouvoir aider dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que ça comprend concrètement une bonne gestion du changement? Donc, une bonne gestion du changement, ça va nous amener à préparer le terrain puis guider notre processus. Donc, on va vouloir passer à travers différentes étapes. Premièrement, on va commencer par évaluer la situation. Les humains, on a tendance à vouloir savoir à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc, dans ce sens-là, l'évaluation de la situation va nous permettre de comprendre un petit peu mieux dans quoi ça s'inscrit ce changement-là, pourquoi est-ce qu'on le fait. Ensuite, il y a l'étape de la conception. Donc, qu'est-ce qui est particulier avec ce changement-ci? C'est quoi les choses que je dois garder en tête? C'est quoi les particularités de ce changement-là? Ensuite, va venir l'étape de la mise en œuvre. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va prendre? De quoi est-ce que j'ai besoin pour que ce changement-là puisse s'opérer? Ensuite, l'étape de la gestion. Donc, est-ce que les mesures qu'on a mises en place fonctionnent à court terme ou encore qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Puis finalement, on arrive à notre étape d'évaluation. Donc, est-ce que finalement, ces changements-là, on se retrouve avec des résultats qui sont bons à long terme ou encore qu'est-ce qui pourrait être encore mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Donc, c'est nos différentes techniques de gestion du changement qu'on va vouloir garder en tête puis appliquer. Maintenant, on va regarder des modèles de gestion du changement assez concrets. Avant de se lancer, on peut réfléchir à des changements qu'on a eu à mettre en place par choix ou encore malgré nous, par exemple dans le contexte de la pandémie. Plusieurs changements ont demandé de l'adaptation. Des fois, les changements, ça peut être des choses à prévoir à moyen terme ou encore des changements à mettre en place à la dernière minute, en 24 heures. Donc, par exemple, la classe de votre enfant tombe en isolement en raison d'un cas de COVID. À moins de 24 heures de préavis, on doit trouver une solution. Donc, des fois, le changement, c'est quelque chose de très, très soudain, très, très rapide. Parfois, on a plus de temps, puis on va pouvoir planifier de façon plus détaillée, plus élaborée. Par un autre exemple de changement, peut-être qu'on était habitué de manger à l'extérieur pour le dîner quand on travaillait au bureau. Puis là, finalement, on se retrouve à devoir planifier des lunchs. Donc, c'en est des changements qu'on a peut-être eu à mettre en place là, dans les dernières années qui peuvent être plus ou moins faciles à réaliser. Donc, je vous présente brièvement les 4 modèles de gestion du changement qu'on a retenus pour la présentation de ce soir. Donc, premièrement, le modèle ADKAR. Donc, ADKAR qui était pour, en anglais, Awareness, Desired, Knowledge, Ability, puis Reinforcement. Donc, on a traduit tout ça pour vous. Donc, le premier morceau, Awareness, donc conscience. Donc, avant de changer ou de vouloir changer, on doit être conscient que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Donc, si je n'identifie pas un élément qui me demande de changer, peu probable que j'ai envie de changer. Donc, la première étape, c'est de prendre conscience d'un élément qui pourrait être bonifié ou qui devrait être bonifié. Ensuite, le deuxième morceau, c'est l'envie. Donc, est-ce que j'ai envie de participer dans ce changement-là? Est-ce que j'ai des motivations intérieures, internes ou externes qui me donnent envie de participer au changement? Ensuite, il y a l'élément de la connaissance. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre? C'est quoi les moyens pour effectuer le changement que j'ai à faire?
Ensuite, il y a la capacité de réaliser le changement. C'est un autre élément qui est important. Donc, si je n'ai pas la capacité de changer, j'ai beau avoir la conscience, l'envie, ben, peut-être qu'il va me manquer des morceaux. Puis finalement, il y a le renforcement. Donc, tant qu'à changer, on souhaite que les choses soient efficaces et surtout durables. Donc, si on met un changement en place avec tous les efforts que ça va nous demander de les déployer, bien, on souhaite que ce soit un changement qui est durable. Donc, ça, c'est pour le modèle ABCAR de gestion du changement. Donc, différents éléments qui sont à garder en tête. Un autre modèle de gestion du changement, ce serait le modèle de gestion du changement de Lewin. Donc, en trois grands morceaux. Le premier qui est le dégel. Donc, dans ce morceau-là, on va vouloir examiner c'est quoi la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, la garderie des enfants ou l'école des enfants. Donc, à partir de demain, la classe est en isolement. On a un changement à mettre en place. Bon, on se motive à changer, on n'a pas le choix dans certains cas. Puis, on va, dans certaines situations aussi, bon, on pense peut-être plus au changement organisationnel en entreprise. On va devoir surmonter la résistance au changement. Donc, comme je le disais plus tôt, les humains, on a tendance à résister au changement. C'est quand même naturel quand on est bien dans une routine, quand on est confortable dans cette routine-là. On n'a pas nécessairement envie que les choses changent. Donc, dans la phase de dégel, on veut que les gens se motivent tranquillement à changer puis surmontent cette résistance-là. Comme je le mentionnais plus tôt, dans les stratégies pour surmonter les résistances au changement, mais de comprendre pourquoi on fait les choses, souvent, ça va aider à avoir envie de faire les changements. Ensuite, le deuxième morceau qui est le mouvement. Donc, dans cette étape-là, on va agir, on va prendre des mesures, puis on va mettre en œuvre le changement. Parfois, on va avoir besoin de soutien. Des fois, on va demander de l'aide à notre réseau, par exemple, pour mettre en œuvre ce changement-là. Puis finalement, la dernière phase qui est le regel. Donc, on va vouloir assurer la pérennité des changements qu'on a mis en place par renforcement et récompense. Si on pense à un changement organisationnel, par exemple, bien, il faudrait que les gens puissent vivre des avantages de ces changements-là parce que le changement, on l'a dit plus tôt, c'est difficile dans certains cas, dans plusieurs cas même. Donc, on veut que les gens puissent vivre des bénéfices de ces changements-là, puis ça va instaurer là, un nouveau mode de vie, les gens vont s'y faire, mais il faudrait idéalement qu'il y ait des renforcements ou des récompenses ou des bénéfices qu'on souligne. Si vous avez des questions en cours de présentation, vous pouvez utiliser la fonction Q&A de Zoom, puis on va pouvoir prendre le temps d'y répondre à la fin. Un autre modèle qui est la courbe du changement de Kubler-Ross. Je suis désolée pour la prononciation de leur nom. Donc, dans ce modèle-là, on regarde un petit peu sur deux axes. Donc, l'optimisme ou le moral, comment les gens vont se sentir au niveau de l'humeur, par exemple. Puis, dans l'autre axe, on a la durée. Je ne sais pas pour vous, moi, ça me faisait penser un petit peu aux étapes du deuil. Quand je regardais là, la courbe de changement de Kubler-Ross, c'est un peu ce qui me venait. Donc, au début, on est dans une période où on va avoir la phase de choc, de déni même parfois. Donc, on apprend la nouvelle, on a un changement à faire. Ça se pourrait qu'initialement, ce soit vécu comme un choc. On peut penser aux grands changements organisationnels, par exemple, où en entreprise, on va passer d'une façon de faire A à une façon de faire B. Ça se pourrait qu'initialement, les gens soient sous le choc, même dans le déni, en se disant, ben non, ça va bien aller, il n'y aura pas de problème. Ensuite, on descend un petit peu au niveau du moral, au niveau de l'humeur. Il y a des gens qui vont vivre comme une période plus d'exaspération, où ils vont être découragés même à certains moments. Puis, il peut même avoir la période plus de dépression, donc pas nécessairement des symptômes dépressifs cliniques, mais plus une déprime, une humeur plus maussade. Puis, bon, va venir le changement. Donc, les gens vont avoir tendance à commencer par expérimenter ce changement-là, prendre certaines décisions, mettre des choses en place, passer à l'action. Puis, finalement, éventuellement, on arrive à une phase plus d'acceptation et d'adaptation. On peut regarder cette courbe-là en pensant à la pandémie.
Donc, je ne sais pas si, comme vous, comme moi, vous avez vécu la même chose en mars, quand on a annoncé là, que c'était la fermeture de plein de choses. On passait au télétravail. Au début, je pense que c'était une période de choc pour une grande majorité de gens. Après quelques jours, peut-être qu'on vivait un certain déni de dire, ah, mais là, ça va passer. Initialement, on nous parlait de quelques semaines. Finalement, bon, on se retrouve dans cette situation-là à moyen long terme. Mais quand même, progressivement, quand on voyait que finalement les mesures étaient en place pour beaucoup plus longtemps que ce qu'on s'imaginait initialement, il y a plusieurs personnes qui ont eu une phase où il y avait des symptômes plus difficiles à gérer, donc des émotions plus difficiles à gérer. On pouvait se sentir tanné, exaspéré, même déprimé de la situation. Puis là, ben, je pense qu'on n'a pas le choix de s'adapter à une nouvelle réalité. Par exemple, le port du couvre-visage, c'est quelque chose qui semble être là pour rester à moyen long terme. Donc, on expérimente, on met des choses en place, on s'adapte à cette nouvelle réalité-là. Puis, bon, certaines personnes n'arrivent pas nécessairement à accepter la réalité, mais s'adaptent à cette réalité-là. Donc, j'espère que c'est clair là, au niveau d'un exemple de cette courbe de changement-là de Kubler-Ross. Un autre modèle, donc le modèle de transition de Bridges. Donc, la première philosophie ou la première étape, en tout cas dans ce modèle-là de Bridges, c'est la période de deuil, de perte et de lâcher prise. Donc, par exemple, on a un changement à mettre en place. Des fois, dans le changement, comme toute décision, ça va faire en sorte qu'on gagne des choses, mais qu'on en perd également. Donc, si on pense, par exemple, à des changements en entreprise, peut-être qu'il y a certaines personnes dans l'équipe qui accueillent ces changements-là positivement parce qu'ils voient comme un vent de nouveauté, des choses positives qui s'en viennent, mais c'est aussi possible que certaines personnes étaient attachées à des processus, des procédures, des routines, des façons de faire, puis que la première réaction, ce soit plus une réaction de deuil, de perte, puis éventuellement, on souhaite qu'ils puissent lâcher prise sur ces éléments-là qui vont devoir changer. Donc, pour certaines personnes, les émotions qui accompagnent une fin peuvent être un peu plus difficiles, puis de les reconnaître, puis de leur faire de la place, ben, c'est une étape qui est cruciale. Donc, si le changement est associé à des émotions plus difficiles comme la tristesse, le chagrin ou la frustration, ben, c'est important que la personne puisse identifier ce qui est en train de se passer pour elle. Ensuite, vient l'idée de la zone neutre. Donc, souvent, dans le changement, il y a une certaine phase d'apprentissage. Donc, il y a un apprentissage qui est nécessaire pour s'adapter au changement. Puis, ça implique aussi que dans certains cas, il va y avoir des échanges, de la communication pour éviter les malentendus ou encore les résoudre quand ils sont devant nous. On va vouloir aussi évaluer est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des frustrations. Ultimement, il y a des choses qui appartiennent aux individus, mais peut-être qu'en tant qu'organisation, gestionnaire, employeur, on a des choses qu'on peut faire concrètement pour offrir un espace de parole, par exemple, pour permettre aux gens de partager leur deuil, leur perte, mais toujours dans l'idée de le changement va quand même s'opérer, même si on n'est pas nécessairement initialement content. On souhaite que les gens puissent faire confiance aux équipes de gestion, puis bon, parfois, on n'a pas nécessairement, en tant qu'employé d'une organisation, on n'a pas toute l'information qui nous permet de comprendre d'où la décision émerge, d'où le changement émerge, mais on espère qu'éventuellement, la frustration puisse laisser place à la troisième phase qui est le nouveau départ. Donc, dans la phase plus de nouveau départ, on est plus dans l'idée d'accepter le changement. Donc, ça peut venir avec un certain espoir, avec un certain optimisme. Il y a même certaines personnes qui vont se réjouir des changements une fois qu'ils ont été mis en place. Peut-être que finalement, la nouvelle façon de faire ou le nouveau processus, procédure, peu importe, peut-être que c'est mieux finalement que ce à quoi on était attaché dans le passé, mais bon, qu'on faisait les choses parce qu'on était habitué de les faire de cette façon-là.
C'est aussi une autre étape qui est axée sur l'expérience des émotions, parce que autant qu'on a pu vivre de la tristesse, du chagrin, de la frustration en cours de parcours, ben on espère que les gens puissent vivre des émotions aussi plus agréables, puis vivre par exemple du contentement ou être satisfait de ces changements-là. Donc, je vous invite à réfléchir, est-ce que dans ces modèles-là de gestion du changement, est-ce qu'il y en a qui vous interpellent davantage? Donc, vous pouvez penser par exemple à des changements que vous avez vécus dans le passé. Est-ce que vous vous reconnaissiez dans certains modèles de changement? Est-ce que, il y a des choses que vous aimeriez garder en tête dans le futur quand vous allez aborder des changements ou encore, est-ce que des fois, il y a des changements auxquels on doit faire face dans notre vie, puis que vous dites, ben, peut-être que de garder en tête ces modèles de gestion de changement-là, ça pourrait nous aider quand on va entreprendre une nouvelle phase dans une nouvelle réalité. Donc, je vous invite à réfléchir à ces thèmes-là. Donc, dans les différentes stratégies, donc ici, ça sonne peut-être plus en lien avec le milieu du travail, mais ça pourrait tout à fait être pertinent dans le cadre d'autres groupes, comme par exemple en famille ou dans un contexte de colocation. Donc, différentes stratégies pour diriger le changement. Donc, la pensée positive, ça en fait partie, c'en est une qui peut nous aider à gérer les changements. Donc, concrètement, adopter puis appliquer et encourager un état d'esprit qui est axé sur le renouveau. Donc, dans le changement, on veut vraiment que les gens soient orientés vers le futur, qui ait espoir dans ce changement-là, qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va être positif pour eux. Donc, on vous propose différentes questions qu'on peut utiliser pour justement avoir cette pensée-là orientée vers le futur qui est positive. Donc, premièrement, comment est-ce que je vais tenir compte du bien-être puis de l'apport de chaque personne dans le contexte du changement? Donc, si on pense en milieu de travail, par exemple, ben, comment est-ce que les différents membres de l'équipe vont avoir un rôle à jouer puis un apport à jouer dans ce changement-là? La deuxième question, qu'est-ce qui peut être réalisé par les gestionnaires, par le groupe et aussi par chaque membre de l'équipe? Donc, comment est-ce que chacun de ces maillons-là vont être en interaction pour amener le changement ou diriger le changement? Puis finalement, le troisième morceau, comment est-ce qu'on pourrait moi-même et le groupe se préparer audacieusement à l'avenir? C'est quand même ambitieux comme question, mais ultimement, comment est-ce que on peut se préparer pour les prochaines étapes, pour le futur personnellement? Donc, par exemple, de travailler sur notre tolérance à l'incertitude, de demander de l'aide si jamais on a de la difficulté avec le changement ou on vit de l'anxiété en contexte de changement. Ça peut en être des stratégies pour se préparer individuellement. Puis au niveau du groupe, donc, est-ce qu'on a une cohésion à l'intérieur du groupe? Est-ce qu'on se sent en soutien les uns les autres? Donc, c'est différentes choses qui peuvent faciliter le changement. En poursuivant sur la pensée positive pour gérer le changement, ben, en période de croissance, de changement et de transition, un état d'esprit qui est axé sur la croissance, c'est bénéfique. Donc, l'esprit axé sur la croissance va nous permettre différentes choses. Entre autres, ben, l'esprit axé sur la croissance, c'est fondé sur l'agilité face au changement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'agilité face au changement? C'est la capacité d'être flexible, mais aussi de s'adapter rapidement. Donc, on peut s'imaginer là, quelqu'un qui va sauter d'un rondin de bois à un autre dans un parcours. Mais plus que la personne est rigide, il y a des chances que ça se passe moins bien. Donc, si la personne est plus agile, plus flexible, elle va être en mesure de naviguer à travers ces changements-là de façon plus souple. Puis, donc ça va généralement mieux se passer. Si la personne a une vision qui est axée sur l'apprentissage, la possibilité de faire des erreurs aussi, hein. Donc, par exemple, une personne qui aurait certains traits de perfectionniste et qui ne s'autorise pas du tout de faire des erreurs, bien, ça peut être plus difficile d'expérimenter des changements parce que des fois, les changements, ça va impliquer qu'on se trompe, puis qu'on recule un petit peu, puis on se réenligne par la suite. Puis, bon, un esprit de croissance, ça va aussi permettre une plus grande réceptivité au changement.
Ensuite, cet esprit de croissance-là, ça va nous permettre de reconnaître que chacun et chacune réagit au changement à sa façon. Donc, on peut penser, par exemple, à une équipe de travail. Il y a un groupe dans ce groupe-là, dans cette équipe de travail-là, qui vont voir le changement arriver, vont voir ça d'une manière positive, vont accueillir le changement, puis vont embarquer. On peut peut-être percevoir ce groupe-là, par exemple, comme nos leaders positifs face au changement. Donc, il y a des gens pour qui le changement, c'est comme parfait, on embarque, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Il y a d'autres personnes, à l'inverse, qui peuvent vivre de l'anxiété de façon plus importante en contexte de changement, que ça va les emmener à se sentir insécures, euh, à pas trop savoir vers quoi ils s'en vont. Puis, pour certaines personnes, ça peut être particulièrement insécurisant. Donc, peut-être que ces personnes-là vont avoir besoin d'accompagnement plus soutenu dans le contexte du changement. Puis, ultimement, ben, par exemple, le programme d'aide aux employés ou aux familles, ça peut être des ressources intéressantes pour les gens qui ont de la difficulté à s'adapter à ces changements-là parce qu'ultimement, les changements vont avoir lieu quand même, que la personne soit prête ou non. L'esprit axé sur la croissance, ça va aussi nous permettre de s'ouvrir à différents défis, puis valoriser le risque et la prise de risque. Donc, si on revient à notre personne tout à l'heure qui est un peu plus rigide versus souple, ben, cette personne-là, peut-être, a moins envie de prendre des risques versus la personne souple qui s'autorise à faire des erreurs, va dire, ben, parfait, on va essayer, puis on verra ce que ça donne, par exemple. Finalement, l'état d'esprit qui est axé sur la croissance, ça va nous permettre de faire avec nos compétences actuelles tout en étant conscient de notre potentiel. Donc, on vise vraiment la pensée positive orientée vers le futur. Donc, on part avec ce qu'on a, mais aussi on est conscient qu'on a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas encore développées, qu'on pourrait développer pour faciliter les changements dans le futur. C'est clair pour ça. Donc, si on revient au changement, associé à la pandémie, par exemple, on peut se remettre en question, puis changer nos pensées, puis nos raisonnements qui, des fois, sont un peu moins productifs ou encore qui sont carrément négatifs ou stressants, puis faire une pause, puis se poser différentes questions. Donc, j'aime bien la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? Donc, certaines personnes, des fois, face au changement, s'imaginent toutes sortes de choses, puis des fois, le pire qui peut arriver, en prenant conscience que c'est pas si pire que ça, qu'on serait capable de gérer, même si ça arrivait, ça peut aider à dédramatiser les choses. On va aussi pouvoir se questionner sur, OK, on est en train de s'imaginer des scénarios catastrophes. C'est quoi les preuves qui sous-tendent qu'il y a des chances que ça arrive, par exemple? Donc, souvent, il n'y a pas grand-chose qui va sous-tendre ça. Puis, on va être capable de rationaliser que peut-être effectivement, c'était principalement des scénarios catastrophes, puis c'était pas la réalité. À l'inverse, est-ce qu'il y a des preuves qui me permettent de croire que c'est pas vrai que mon scénario catastrophe va arriver? Par exemple, en milieu de travail, ben, je fais confiance à mes gestionnaires. Dans le passé, ils ont pris des décisions qui avaient du sens, puis je crois fondamentalement qu'ils veulent le meilleur pour l'entreprise, pour la clientèle, pour les gens avec qui on travaille, par exemple. C'est quoi les probabilités que mon scénario catastrophe ou les pensées qui sont improductives ou stressantes ou négatives se réalisent? Donc, est-ce que je pense que c'est très, très, très probable que ça va arriver ou, bon, peut-être que c'est plus moi qui s'imagine des choses? Est-ce que c'est raisonnable de penser que telle chose va arriver? Donc, par exemple, par rapport à un changement en milieu de travail, ben, est-ce que c'est raisonnable de s'imaginer que la compagnie va fermer parce qu'on propose ce changement-là? Probablement pas. Puis finalement, une question qui peut être parfois confrontante, mais de se demander, est-ce qu'en ce moment, de m'inquiéter, de me faire des scénarios catastrophes, de ne pas dormir, ça m'aide à résoudre le problème? Pas vraiment. Donc, de vivre beaucoup d'anxiété, ça ne va pas nécessairement faire en sorte que les choses se passent de façon plus paisible ou plus facile. Donc, c'est peut-être pas une stratégie aidante. Bon, vous allez me dire plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, de se dire en ce moment, le fait de stresser, de ne pas dormir, d'angoisser face à ces changements-là sur lesquels des fois, je n'ai même pas le contrôle. Donc, par exemple, les politiques gouvernementales face à la pandémie,
J'ai aucun pouvoir là-dessus, malheureusement. Je suis pas connectée avec le bureau du premier ministre. J'ai pas de façon d'influencer les décisions. Donc, même si je stresse, même si je perds du sommeil là-dessus, ça a très peu d'impact sur les changements qui vont s'opérer devant moi. Donc, est-ce que y a autre chose que je pourrais faire au lieu de m'inquiéter puis de stresser par rapport à ça, par exemple, qui serait plus positif? Finalement, une autre stratégie par rapport au changement qui peut être particulièrement intéressante, c'est d'élaborer un plan d'action. Donc, même pour les personnes qui ont un tempérament peut-être un peu plus anxieux, d'avoir un plan clair puis de savoir vers où on s'en va, ça peut vraiment aider à diminuer certaines anxiétés. C'est vrai pour les adultes, c'est aussi vrai pour les enfants. Donc, si on pense par exemple aux enfants qui ont besoin parfois d'une routine, d'une structure qui est prévisible. Donc, l'enfant sait qu'après l'étape A, c'est l'étape B, puis il sait qu'après l'étape B, il y a l'étape C, puis c'est une routine qui est constante. Généralement, c'est assez sécurisant. Donc, c'est la même chose pour les adultes. On aime savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis, il faut faire confiance aussi que les gens sont intelligents, sont capables de faire preuve de discernement. Euh, donc, je suis consciente que des fois, dans des changements organisationnels, on ne pourra pas tout dévoiler les prochaines étapes d'un seul coup. C'est tout à fait correct, mais parfois, les gens peuvent avoir besoin d'une vision d'ensemble pour savoir vers où on s'en va. Donc, dans l'élaboration d'un plan d'action, il y a différentes choses qu'on va faire pour planifier puis gérer le changement. Donc, premièrement, on va faire une espèce de travail préparatoire dans lequel on va cerner c'est quoi le problème. Donc, qu'est-ce qui doit changer ou qu'est-ce qui est en train de changer. Ensuite, on va faire un remue-ménage, un brainstorming en anglais, afin de trouver différentes façons de résoudre le problème, d'aborder la situation ou de gérer euh, le changement qu'il y a à gérer ou de s'y adapter à ce nouveau changement-là. Donc, c'est quoi toutes les idées qui peuvent nous passer par la tête comme stratégie pour gérer ce changement-là? Donc, des fois, il peut y avoir des idées créatives là, qui ressortent de ce genre d'exercice-là. Puis finalement, une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'il y avait à faire, c'était quoi le problème, c'est quoi les solutions possibles, bien, on va choisir puis appliquer une solution au problème afin de cerner c'est quoi le changement qu'il faudrait effectuer puis comment on va le faire. Donc, si on y va dans le détail pour la création du plan d'action, bien, la première étape, ça va vraiment être de dresser la liste des étapes du plan. Donc, on va créer des objectifs qui sont le plus possible SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables également. Donc, qui sont aussi réalistes au niveau temporel, donc dans le temps. Est-ce que c'est possible de réaliser les changements qu'on veut réaliser? Des fois, on a des objectifs qui sont peut-être un peu trop ambitieux qui ne tiennent pas particulièrement compte des ressources à notre disposition, que ce soit des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources humaines, du temps, du soutien qu'on va avoir pour mettre en place ce changement-là. Donc, on ne veut pas se placer dans une situation qui nous amènerait à vivre un échec. Donc, on veut dresser un plan avec des objectifs qui sont le plus réalistes possible et le plus précis possible pour justement décortiquer tout ça en étapes. On va aussi dresser la liste des détails puis de la logistique qui est propre à chaque étape, donc que ce soit le plus clair et le plus concret possible. Donc, ça, c'est pour l'étape 1. On dresse la liste des étapes du plan. Ensuite, on va définir les délais. Donc, tantôt, je vous parlais de temporalité au niveau des objectifs. Bien, c'est surtout à l'étape 2 qu'on va regarder est-ce que les objectifs qu'on a détaillés, est-ce que les échéanciers pour les atteindre, c'est réaliste? Si on a un changement à faire, dans certains contextes, il y a vraiment une question d'urgence, puis il faut que le changement soit fait pour hier. Donc là, peut-être que les délais vont être plus serrés, puis ça peut être plus difficile pour les gens de s'adapter à ces changements-là quand les changements sont très, très soudains, puis ils n'ont pas eu le temps de se préparer mentalement. Donc, dans un monde idéal, on essaie d'être raisonnable et juste
juste dans l'établissement de nos échéanciers. On est conscient que des fois, les gens ont besoin de temps de préparation mentale pour s'adapter à un changement qui s'en vient, surtout si le changement va affecter différentes sphères de leur vie. Par exemple, un changement au travail au niveau, je ne sais pas, de l'horaire qui va peut-être affecter la vie de famille. Mais clairement, c'est quelque chose qu'on va annoncer beaucoup plus longtemps d'avance qu'un changement urgent qui est plus de l'ordre d'une procédure à l'interne, par exemple. Donc, les meilleurs délais sont des délais qui sont ni trop courts ni trop longs. Donc, si on a des délais trop courts, par exemple, pour effectuer un changement interne qui est immense, bien, les gens pourraient se sentir découragés. Mais des changements qui s'opèrent sur une trop longue période de temps, bien, ça se pourrait que les gens perdent un peu l'élan de ce changement-là, puis se découragent. Donc, si on regarde, par exemple, bon, je ne sais pas si c'était les stratégies du premier ministre, mais si on regarde comment il annonçait les mesures pendant la pandémie, ils nous ont pas dit qu'on allait être en isolement pendant 6 mois du premier coup. Peut-être qu'ils ne savaient pas non plus à ce moment-là, mais on a commencé par annoncer une mesure temporaire, puis finalement, on allongeait. Est-ce que les gens ont perdu la motivation au fil du temps? Clairement, parce que, bon, à un moment donné, les gens peuvent vivre du découragement, mais dans les délais de nos changements, on veut que ce soit réaliste. Ensuite, à l'étape 3, on va identifier les obstacles qui pourraient se trouver sur notre chemin. Donc, est-ce qu'il y a des obstacles ou des difficultés qui risquent de survenir dans le processus de changement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait déjà que ça va être difficile? Ça pourrait être des personnalités, des individus qu'on sait déjà qu'ils ont des fortes chances de moins bien réagir au changement, que historiquement, ils ont moins bien réagi au changement. Donc, peut-être qu'on va vouloir mettre des choses en place spécifiquement pour ces personnes-là qui ont tendance à avoir de la difficulté à gérer les changements, par exemple. Donc, une fois qu'on a identifié les obstacles puis les difficultés possibles, bien, on va vouloir énumérer des stratégies pour les éviter, les minimiser ou encore les surmonter. Donc, c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi par rapport à ces obstacles-là que je vais avoir identifiés? Donc, clairement, de se préparer à vaincre les obstacles, ça va être pertinent parce que il y a des fortes chances que si le changement est plus ou moins important, bien, il y en aura des obstacles qui vont survenir sur notre chemin. Puis finalement, à l'étape 4, bien, on va vouloir évaluer notre progrès régulièrement, mais aussi souvent. Donc, de façon assez constante, on va vouloir voir est-ce que notre plan est mis à exécution comme on l'avait planifié? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient à bonifier, à améliorer? On veut voir comment les choses fonctionnent. Donc, peut-être que on l'avait planifié d'une telle façon, finalement, on a ajusté pour le mieux en cours de route, puis c'est tout à fait correct, mais peut-être que finalement, on est en train de prendre une tangente qu'on n'avait pas planifiée, puis c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Donc, de vouloir évaluer nos progrès, vérifier comment notre plan se déroule, bien, ça peut être tout à fait pertinent dans ce sens-là. Donc, on va vouloir faire des ajustements en conséquence et au besoin. Puis finalement, on va vouloir garder en tête que le changement, c'est quelque chose de constant. Donc, on va vouloir que ça s'opère progressivement, mais aussi de façon assez constante, même dès le stade de la planification. Donc, on arrive déjà à la conclusion, puis ensuite, on passera là, à la période de questions. Donc, en conclusion, ben, ultimement, les changements sont inévitables. Heureusement, on a des stratégies plus ou moins concrètes qu'on vous a présentées ce soir qui pourraient être facilement là, développées dans vos contextes personnels, professionnels pour s'adapter et planifier ces changements-là. Puis, les stratégies de gestion efficaces des changements bien, sont adaptées aussi, adaptables en fonction de vos besoins puis de vos préférences. Généralement, on sait qu'une planification minutieuse où on va prendre le temps de définir c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos ressources, c'est quoi les obstacles potentiels, va nous aider à garantir une meilleure gestion de la réalisation des changements. Donc, on vous invite à garder ça en tête. Puis finalement, bien, de faire preuve de gentillesse et de compassion envers soi-même. Si on a de la difficulté à gérer les changements, c'est correct, c'est normal. Ça peut faire vivre toutes sortes d'émotions, d'être confronté à des changements. Donc, de faire preuve de compassion au lieu de se taper sur la tête, c'est généralement plus pertinent puis plus positif.
Donc, on a tous et toutes une capacité d'adaptation qui est différente. Puis peut-être qu'à certains moments de notre vie, par exemple, si on vit différents stresseurs, puis que là, on a un changement qui s'ajoute à ça, peut-être qu'on n'aura pas nécessairement nos ressources de façon optimale versus à un autre moment de notre vie où peut-être on se sent mieux, il n'y a pas d'autres stresseurs présents. Peut-être qu'on accueille le changement un peu différemment. Donc, c'est possible pour nous, mais c'est aussi possible pour les autres, les gens qui nous entourent. Euh, Notre capacité d'adaptation va varier en fonction de ce qui se passe dans nos vies. Puis, ben, gardez en tête que si on vit des changements, ben, la pandémie, en fait, c'en est un bon exemple de changement que tout le monde est amené à vivre. Mais clairement, c'est pas tout le monde qui vit ces changements-là de la même façon. Donc, même si moi, je gère très bien, par exemple, certaines situations en lien avec le confinement ou avec des mesures en lien avec la pandémie, mais ça se peut que mon voisin gère ça de façon tout à fait différente. Donc, c'est pertinent de respecter l'expérience de chacun, les émotions qui sont associées à ça également. Donc, avant de passer à la période de questions, je vous présente là, quelques petites ressources internes chez Homewood. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné que dans certains contextes, il y a peut-être des changements qui vont amener de l'anxiété de façon plus importante. Donc, les gens qui ont accès à un programme d'aide aux employés chez Homewood peuvent faire appel à ce programme d'aide aux employés-là et aux familles pour les aider dans la gestion des changements. Sinon, il y a aussi une aide qui existe pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Puis, Homewood Santé, on est vraiment heureux de faire partie de cette initiative-là en partenariat avec Jeunesse J'écoute et StepCare Solutions. Donc, on a été choisi pour offrir une gamme de services complets et gratuits d'aide et de counseling en santé mentale pour des gens de tout âge au pays. Donc, ça a été financé par Santé Canada. Donc, le service Espace Mieux-être Canada, c'est accessible en français ou en anglais. Donc, le portail web, l'adresse est écrite à l'écran, puis il y a aussi un numéro de téléphone qu'on peut contacter. Donc, c'est une ressource qui est disponible en tout temps au niveau de santé mentale et consommation de substances. Donc, ça, c'est la première ressource. Puis finalement, je vous laisse à l'écran également là, les numéros pour nous joindre chez Homo de Santé, donc en français et en anglais, puis notre site web. Donc, différentes ressources pour nous aider dans la gestion de ces changements-là. Donc, ça fait le tour de la présentation. Il nous reste une quinzaine de minutes pour la période de questions. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir ouvrir le tableau de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas là, à envoyer vos questions dans la section Q&A, puis on va pouvoir y répondre. Pour le moment, on n'a pas de questions, mais je vous laisse le temps de taper tout ça. Oui, donc une première question ici. Donc, est-ce que ça va être possible d'avoir accès à la présentation? Tout à fait. Donc, comme je le mentionnais là, en début de présentation, dans 2 semaines environ, là, les choses vont être l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui va être disponible sur notre site Internet. Donc, ce sera possible effectivement d'avoir accès au contenu de la présentation. On a une question dans le clavardage sur quel modèle, pourquoi on a choisi ces modèles-là. Entre autres, parce que c'est des modèles qu'on trouvait qui étaient adaptables à vraiment plusieurs situations, autant au niveau individuel qu'au niveau interpersonnel, au niveau familial, qu'au niveau plus organisationnel. Donc, c'est pour ça qu'on a privilégié ces modèles-là. Mais effectivement, il y a toutes sortes de modèles de gestion du changement, entre autres les modèles de Prochaska et Di Clemente, où on va parler de préparation, contemplation, de pré-contemplation, contemplation, préparation, action. Donc, il y en a vraiment tout plein de modèles de gestion du changement. Bon, on trouvait que ceux-là étaient adaptables là, au contexte de la pandémie, mais tout à fait, il y en a plusieurs qui existent. Ensuite, on demande une question sur comment, c'est quoi la meilleure réponse, les meilleures stratégies
par rapport à quelqu'un qui a de la difficulté à s'adapter au changement? Super bonne question. Euh, J'irais vraiment un peu dans l'idée du modèle de transition de bridge, donc de garder en tête que initialement le changement, ça peut être vraiment difficile pour certaines personnes. Ça peut amener des émotions comme la tristesse, le chagrin, la frustration. Donc vraiment d'accueillir la personne où est-ce qu'elle se situe, puis de valider les émotions qui sont présentes. Donc de vraiment soutenir ces émotions-là, de normaliser que c'est possible que le changement amène ces émotions-là. Puis on va essayer de voir avec la personne, c'est quoi elle, personnellement, ses obstacles au changement? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont, bon, des fois peut-être plus ou moins valides? Est-ce qu'il y a des fausses croyances, des mauvaises interprétations qui font en sorte que la personne souffre de ces changements-là? Puis peut-être ça va pouvoir nous aider là, à mieux la soutenir. Encore une fois, chaque personne est différente. Donc, il y a des gens qui vont vivre les changements de façon très, très facile. Puis peut-être c'est à contre-coup qui vont trouver ça difficile, tandis que d'autres, au début, vont être plus dans le choc, dans le déni, puis finalement vont s'adapter. Donc, c'est vraiment très, très différent d'une personne à l'autre. On a parlé de compassion envers soi-même. Donc, il y a une personne dans le clavardage qui nous demande, dans les questions, qui nous demande est-ce qu'on a des ressources pour la compassion envers soi? Euh, il y en a plusieurs qui existent, entre autres, dans l'autocompassion, on va parler beaucoup euh, par exemple, quelque chose qui est assez simple. Qu'est-ce que je dirais à un ami qui vit la même chose? Donc, souvent, on a tendance à être beaucoup plus dur envers soi-même qu'envers une personne avec qui on se rend en interaction. Donc, si mon ami vivait la même situation, est-ce que je dirais, par exemple, ben là, ça n'a pas de bon sens, gère-toi, arrête de pleurer pour rien? Probablement pas. Donc, souvent, on est meilleur pour démontrer de la compassion envers les autres qu'envers soi-même. Donc, de faire preuve de douceur, de faire preuve, c'est ça, justement, de compassion, ça peut nous aider dans ce sens-là. Sinon, ben, toutes les stratégies plus comme de méditation où on va accueillir nos émotions, donc les stratégies plus de pleine conscience où on va accueillir ce qui se passe pour nous sans juger. Ça peut être des choses qui sont aidantes. Donc, toute l'idée de non-jugement par rapport à ce qu'on vit, ça peut tout à fait là, être pertinent. Je crois que ça fait le tour des questions. Peut-être laisser encore une petite minute si jamais il y a d'autres personnes qui souhaiteraient euh, échanger, partager, poser des questions en lien avec le contenu de la présentation de ce soir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de parler de tout ça avec vous ce soir. Puis, comme je le mentionnais, là, dans 2 semaines environ, ça devrait être disponible sur notre site Internet. Donc, n'hésitez pas là, à nous contacter si jamais il y a des besoins en lien avec la présentation de ce soir. Merci beaucoup.